Notre département représente 48 000 logements sociaux et bien que notre parc soit globalement plus récent que dans d'autres départements de la région Aura, 62% à plus de 20 ans. Avec une politique de rénovation en continu, ce sont aujourd'hui les immeubles des années 80-90 qui nécessitent le plus d'être réhabilités. Ils représentent 38% du parc social. Nous logeons plus de 100 000 personnes et 2 tiers des attributions annuelles se font sur les logements existants qui se libèrent. Nous réhabilitons en moyenne plus de 1300 logements chaque année. 45% de notre parc est situé en étiquette ABC contre 38% à l'échelle régionale. On retrouve dans le parc EFG une bonne partie des logements chauffés à l'électrique. Ils représentent 18% du parc en Haute-Savoie contre 23% à l'échelle régionale. Ce sont plus de 37 000 logements qui seraient potentiellement à rénover d'ici 2050. Le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif est important. Il nous faudra maintenir un rythme d'au moins 1300 logements réhabilités par an. Le plan de relance prévoit une enveloppe de 500 millions d'euros sur 2021 et 2022 pour accompagner la rénovation énergétique du parc social et la restructuration lourde de certains ensembles. Nous comptons sur le soutien de l'État local pour que ces programmes soient retenus à l'échelle départementale. Dans un premier temps, chacun des organismes HLM a l'obligation d'établir un PSP, rendu obligatoire par la loi MOL de 2009, mais tous les organismes avaient déjà pris l'habitude de réaliser des plans stratégiques de patrimoine depuis 2001, depuis la mise en place de la circulaire liée aux besoins de développement des organismes. Et à ces réunions, on invite les résidents pour leur présenter le programme de travaux, le coût que ça va générer, les incidences financières, donc est-ce qu'il y aura une augmentation de loyer ou pas, et puis la mise en place d'une troisième ligne de quittance. Alors c'est un peu technique, où on peut demander aux locataires de prendre en charge 50% des économies réalisées par rapport au gain des étiquettes énergétiques entre l'état actuel et l'état futur projeté après travaux. Juste en préambule, je vais quand même préciser le terme réhabilitation. Alors, on les a classés en 3 catégories. On va être amené à faire des réhabilitations thermiques où on va aller faire des travaux d'isolation, des remplacements de chaufferie, des choses qui sont liées directement à la thermique. Et là, on va être sur des coûts d'opération entre 20 000 et 30 000 euros par logement. Ensuite, on peut avoir des réhabilitations un peu plus lourdes où on va aller travailler également à l'intérieur des bâtiments et notamment à l'intérieur des logements, puisque là, on parle de réhabilitation en site occupé. Donc, généralement, à l'intérieur des logements, ça va être des rénovations des équipements sanitaires, des équipements électriques, des réfections de montée d'escalier ou des choses comme ça. Et là, on va se retrouver sur des montants d'opération aux alentours de 30 à 45 000 euros par logement. Et ensuite, on a une troisième catégorie où on va avoir des réhabilitations, où on va avoir des objectifs, par exemple, plus ambitieux au niveau énergétique, ou alors on va se heurter à des problématiques de traitement d'amiante ou de plomb. Et là, on va avoir des coûts qui peuvent s'envoler. On va généralement dépasser les 45 000 euros par logement pour aller jusqu'à 65 000 euros ou 70 000 euros par logement. Comment sont financées ces opérations? Alors, il y a trois financements généralement. La partie prépondérante, ce sont les emprunts. On a ensuite une partie qui concerne les fonds propres des organismes et ensuite une petite partie qui concerne les aides et les subventions des partenaires. On a, en tant que bailleur social, accès à des emprunts relativement intéressants, alors, qui sont généralement issus de la proposés par la Banque des Territoires. On peut parler par exemple des éco-prêts qui nous permettent d'avoir des taux entre 0 et 0,5%, ou alors on peut parler des prêts haut de bilan aussi qui permettent aussi de différer l'amortissement des emprunts. Et ensuite donc vient la partie subvention qui est finalement aujourd'hui assez faible.
Aujourd'hui, on a deux grands types de financement là, localement. On a des aides européennes qui sont gérées par la région et qui sont généralement difficiles à obtenir. C'est des enveloppes assez limitées. On a aussi, on va les citer, le Grand Annecy qui aide les rénovations quand on a des logements en copropriété. Et on a historiquement le département qui donne un soutien apprécié aux bailleurs dans le cadre des rénovations énergétiques. Les emprunts qui sont proposés par la Banque des Territoires, généralement, on a besoin de garanties qu'on sollicite généralement auprès des communes ou auprès des départements. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude pour garantir ces emprunts. Donc le département est engagé depuis pas mal d'années dans la politique du logement, tant par les aides à la pierre qui sont destinées à soutenir donc la construction et la réhabilitation des logements sociaux, que par des aides aussi à la personne qui visent à accompagner l'accès et le maintien des habitants dans le logement. Donc on soutient le conseil départemental depuis 2013 la réhabilitation thermique du parc public de logements sociaux afin de répondre à la fois aux enjeux environnementaux mais également aux enjeux sociaux au titre de la lutte contre la précarité. Il est d'ailleurs, le département, le seul financeur vers lequel peuvent se tourner les bailleurs sociaux souhaitant réhabiliter leur parc. Cette aide à destination des bailleurs sociaux vise également à garantir aux ménages la stabilité de leurs dépenses induites par leur loyer et leurs charges. Alors, pour être un petit peu plus précis, le montant de la subvention s'élève à 7,5% du coût hors taxe des travaux, dans la limite de 1 500 € par logement et sous réserve d'un montant plancher de travaux de 10 000 € par logement. Une opération de réhabilitation de 50 logements à Évian-les-Bains, dont le coût total des travaux s'élève à 1 237 000 €, sera subventionnée par le conseil départemental à hauteur de 75 000 €, soit 6% du coût total de l'opération. Depuis 2013, le conseil départemental a donc engagé plus de 4 700 000 € de subventions pour 3 642 logements, soit près de 450 logements par an et à peu près 600 000 € par an. 5 opérations représentant 222 logements ont ainsi été fléchées dans le cadre des conventions de renouvellement urbain signées entre novembre 2018 et juin 2019 à Annemasse, Bonneville et Cluses. Le total sur cette année-là, pour les quartiers prioritaires, a été de 935 695 € de crédits qui ont été réservés au titre du contrat de plan État-région 2015-2020, ce qui fait une moyenne de 4 215 € par logement. Des aides pourraient être allouées dès 2021 par l'État ou par l'Europe, avec des modalités d'obtention qui restent encore à préciser. Dans l'action historique de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires pour le financement des logements sociaux, on a recours au fonds du livret A, donc ressources publiques, ce qui nécessite donc la prise d'une garantie par les collectivités locales pour l'ensemble des prêts que nous faisons aux bailleurs sociaux, que ce soit sur les thématiques de construction ou de réhabilitation. Donc nous encourageons donc les bailleurs sociaux à utiliser le dispositif de l'éco-prêt pour atteindre les objectifs de rénovation thermique. Donc l'éco-prêt permet de cibler efficacement les logements les plus énergivores. Plus de la moitié des logements réhabilités grâce à un éco-prêt passent d'une étiquette de consommation énergétique EFG à une étiquette ABC. On va souscrire des titres participatifs auprès de certains bailleurs sociaux pour leur permettre de renforcer leurs fonds propres et ainsi conforter toutes les opérations, notamment celles de la rénovation énergétique. Donc, l'éco-prêt, pour cibler sur celui-ci, donc un taux très bonifié, puisque c'est un prêt qui se concentre sur 3 périodes, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et le taux à 15 ans étant de livret à moins 0,75, il est aujourd'hui à 0%. Donc, les opérations de réhabilitation thermique des logements sociaux financées par l'éco-prêt font également intervenir d'autres sources de financement pour couvrir les opérations. Ça peut être un ou autre prêt de la Banque des territoires, les subventions telles que ça vient d'être évoqué, de temps en temps des prêts Action Logement ou d'autres banques commerciales, et de fonds propres investis par le bailleur social comme ça a été précédemment évoqué.
on peut constater que réhabiliter tout en maintenant un usage du logement aux habitants est parfois compliqué. Là, pour exemple, un projet sur lequel il a fallu installer des tours d'échafaudage pour permettre aux locataires d'accéder au logement depuis l'extérieur pendant le désamiantage de leur partie commune qui était condamnée. Comme on peut le voir sur cette deuxième illustration, un désamiantage d'une couverture entièrement fibrociment amianté qu'il a fallu désamianter avec le résultat final à droite. Donc ici, pour un exemple concret, l'investissement il a quasiment été doublé comparativement à une opération du même type sur une toiture qui n'aurait pas présenté d'amiante. Alors, les travaux de réhabilitation sont principalement centrés sur les économies d'énergie, parce qu'il faut savoir que les consommations d'énergie, donc chauffage, eau chaude, représentent 30 à 40% du coût de charge pour les logements, pour nos locataires. L'objectif de nos travaux, c'est de réduire le besoin en énergie du bâtiment et d'avoir ensuite des équipements le plus performants possible pour pouvoir produire cette énergie avec le meilleur rendement et ainsi éviter les gaspillages, on va dire, tout au long de la chaîne. Il y a deux pôles principaux. Donc, il y a notamment le pôle, on va dire, économie d'énergie, c'est-à-dire travaux sur l'enveloppe avec l'isolation du bâti. Il y a aussi le remplacement des menuiseries extérieures. Donc, on va mettre des menuiseries à chaque fois avec un plus faible coefficient de transmission thermique pour éviter les déperditions. Et donc, une fois qu'on a bien soigné, on va dire, ce cocon, on va mettre en œuvre ou rénover les VMC, en fait, pour permettre malgré tout au logement de respirer. Et donc, tout ça va permettre de limiter les besoins. Et ensuite, on va travailler sur les installations de production d'énergie, donc pour qu'elles soient avec un meilleur rendement possible. Un an après la fin des travaux, on va aller s'assurer du bon résultat de ces travaux. Donc, on aura une meilleure étanchéité de ces logements, donc avec la fin des courants d'air, l'humidité qui entre plus en intersaison. On vérifie la réduction de consommation d'énergie et la réduction de charge. On a en effet l'évolution du coût de l'énergie qui peut venir perturber la lecture directe de l'économie de charge, d'autant plus quand le moment où on fait le prévisionnel d'économie et la fin des travaux et la vérification de l'atteinte des objectifs, il y a parfois 1, 2, voire 3 ans selon l'importance de l'opération. Et le marché de l'énergie est très, très, très volatile. Près de Foire, à Marigné, donc 20 logements. Donc on a changé d'énergie sur ce patrimoine. Donc on est passé du fioul au gaz. Donc on a amélioré le DPE. Donc on est passé de l'étiquette F, donc logement énergivore, à une étiquette D. Et donc on a réussi à faire réaliser aux locataires 44% d'économie d'énergie pour une économie à coût constant. Ça veut dire si on avait laissé la même énergie, on était sur une économie de charge de 20%. Mais comme on a changé d'énergie, on a réussi à faire réaliser, donc en économie réelle, on va dire, 50% de charge énergétique pour les locataires. En moyenne, vous constatez une augmentation de charge de combien ? En travaillant sur l'enveloppe du bâtiment, sur la rénovation des sources de production de chaleur et sur l'amélioration des supports, on arrive à mieux travailler sur les coûts globaux, ce qui permet, comme il l'a justement dit Valérie, de réduire la quittance globale de 15 à 20% malgré la mise en place de la 3e ligne de quittance. Est-ce que quand vous revenez aux coûts globaux, les gens ne vont pas avoir à payer davantage leur loyer? Les travaux de rénovation ne vont pas se répercuter finalement quand même sur les loyers? Quand on fait la présentation de la programmation de travaux, que ce soit en CCL, mais surtout directement auprès des locataires en réunion de concertation, on évoque l'augmentation des loyers induits par les travaux. Mais on a un dispositif réglementaire qui nous interdit de dépasser le coût maximum de la convention de conventionnement. C'est un peu technique, je suis désolé, mais techniquement, si on a un prix au mètre carré qui est fixé à 6 € dans
la convention et qu'on est déjà à 5,99 €, on aura 1 centime et uniquement 1 centime de possibilité d'augmentation de loyer. Régulièrement, on est déjà au maximum des conventions de conventionnement. Donc, l'impact pour les locataires des travaux sur une augmentation de loyer n'existe pour ainsi dire pas, sauf sur quelques cas de vieux immeubles, Alain le disait en introduction, qui auraient plus de 30-35 ans, où là, l'écart entre le coût de la convention de conventionnement réactualisé au coût 2020 par rapport au coût pratiqué peut nous permettre d'avoir un volet d'augmentation un peu plus fort. On est quand même contraint par la réglementation de ne pas augmenter de plus de 5% les loyers et ce, de manière maximale sur 3 ans, sur trois exercices consécutifs. Donc, il faudrait qu'on ait un écart entre les loyers pratiqués et la convention de plus de 15% pour nous permettre d'aller au maximum du fait des travaux réalisés, au maximum de la convention. Ce qui pourrait ainsi dire n'arrive jamais. Sauf, il existe la possibilité d'avoir des accords collectifs particuliers pour dépasser le cadre réglementaire, où là, il faut une majorité de locataires qui valident un dépassement de la convention pour pouvoir appliquer un niveau de loyer comme il a été expliqué tout à l'heure, pour payer les prêts, les emprunts et autres, pour pouvoir arriver à un taux d'équilibre. Mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. On parle souvent de développement par compte tenu de la demande très forte de logements sur le département, mais ce qui produit vraiment des logements à destination de nos futurs nos locataires, c'est le fait qu'on a des logements qui sont des logements anciens et qui permettent, je dirais, dès qu'un locataire sort de ce logement, qui permettent de mettre à disposition pour un futur candidat locataire, donc un logement à sa destination. Parce que l'organisme HLM a toujours cette réflexion de faire en sorte que le couple loyer plus charge soit le plus faible possible.